Rebonjour. On va vous présenter, Jean-Pierre Vincent va vous présenter une petite conf sur la web perf. Donc, à la fin, il y aura des questions, on a le temps, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez envie après. Voilà, toi Jean-Pierre. Yes, merci. Donc moi, je suis Jean-Pierre. Je suis expert web perf indépendant. J'ai osé mettre expert. Alors, je suis expert en web perf. Je suis pas expert dans tous les trucs dont on va parler, là, Next, Nuxt, Angular, Svelte et d'autres. Et en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était mettre en face l'un de l'autre la réactivité d'une interface qui en ce moment est mesurée avec l'INP, on va en reparler, avec les frameworks JavaScript sur lesquels je suis intervenu chez mes clients ces dernières années. Donc, j'ai écrit expert parce que ça fait 25 ans que je fais du JavaScript, donc 16 juste sur les perfs. Je ne peux pas être expert dans ces 4 frameworks, c'est juste pas possible, c'est plus possible. Il y en a trop, ils évoluent très très vite. Mais le fait est qu'ils partagent suffisamment de points communs pour qu'on puisse trouver des solutions très similaires. Et de toute façon, la plupart de mes audits maintenant, ça ressemble de plus en plus à l'accompagnement. C'est-à-dire que quand la code base de toute façon est trop touffue, genre avec trop d'historique, bah, tu t'aides des gens qui sont déjà en place pour pousser tout ça, quoi. Voilà, donc je suis consultant WebPerf et éco-conception. Je donne la formation WebPerf de France et je fais aussi une formation éco-conception, celle-là je ne l'ai pas écrite. Et j'ai fait l'architecture JavaScript et du développement web. Moi aussi je suis organisateur de conf. On organise la conférence Wheel of Speed. Il y a 2 conférences de performance dans le monde. Il y en a une à Amsterdam et il y a une en France. Donc Viendez, c'est tous les ans, à peu près. Donc je vous ai dit quoi? On va parler de d'INP, donc Interaction to Next Paint. L'idée en fait c'est de mesurer la réactivité de l'interface une fois qu'elle est chargée. En gros, tu cliques, ça doit bouger. Tu dois donner une réponse à ton utilisateur. C'est ça que ça veut mesurer. Ça se mesure très très facilement avec un outil comme le profiler de Chrome DevTools qui est ici. Donc là, par exemple, j'ai cliqué quelque part, j'ai la petite barre orange qui me dit ben, ton INP là c'est 509, et ça se subdivise en 3 trucs. Voilà, le input delay qui est le temps avant que ton clic soit vraiment pris en compte. Généralement, il est court, sauf si ta page fait déjà autre chose, auquel cas tu es retardé. Le presentation delay qui est fréquemment court aussi, sur lequel tu n'as pas beaucoup la main. Mais en gros, c'est le temps qu'il faut pour bouger un pixel à l'écran. Et au milieu, généralement, tu as ce sur quoi tu as la main, ton JavaScript. D'accord? Donc là, en l'occurrence, j'ai un INP de 509, c'est écrit en vert, et un processing duration de 435. Très bien. Et donc toute l'idée, en fait, c'est de qu'est-ce qu'on va faire de ces 435 millisecondes, puisque l'idée, c'est que en tout, je dois faire ça en moins de 200 millisecondes. Sachant que j'ai déjà perdu 10, 15, 20 millisecondes au début, 10, 15, 20 millisecondes à la fin, il ne me reste plus que 150 millisecondes. Euh, donc depuis cette année, l'INP, ça compte officiellement pour le référencement chez Google. Les gens du SEO, ils vont te dire que si tu dépasses les 200 millisecondes, ils considèrent que ton site il n'est pas de bonne qualité. Et il y a des gens du SEO qui vont te dire que tu vas perdre des positions chez Google à cause de ça. Euh, le fait est de toute façon que typiquement ça va pourrir la vie de tes utilisateurs. Qu'est-ce qui va pourrir la vie de tes utilisateurs? C'est quand tu cliques, ça rame, et ça rame un peu à cause de ton framework, probablement parce que tu as du routing côté client. Au milieu, tu as les scripts de tes third parties, donc de tes partenaires qui sont là. Tu as la pub, tu as, genre ta Google Tag Manager qui va traquer tous les clics et qui va les envoyer à d'autres partenaires. Sans trop de surprise, c'est un site avec beaucoup de JS côté client. Il est probable que ton INP soit mauvais. Il est probable que tes utilisateurs galèrent, ça on s'en doutait. Par contre, à force de tester ça chez mes clients, on a eu 2-3 révélations sur comment ça marche pour de vrai. Euh, donc on va voir les surprises dans 2 secondes, mais notamment le fait que la charge de JavaScript va jouer sur d'autres métriques, genre des métriques d'affichage, des trucs qu'on croyait bien maîtriser. Là, par exemple, j'ai un cas client, c'est chez Hermès, ok, application Angular. Franchement, par défaut, Angular implémente correctement toutes les bonnes pratiques WebPerf. Il faut penser à le mettre à jour, hein. Mais globalement, ça marche déjà pas mal de base. L'équipe en place était déjà bonne en WebPerf, et quand on testait la page sur la prod, on ne voyait pas le problème. D'accord? Ça s'affiche vite. Ici, là, ça s'affiche en 1 seconde. Donc la petite barre verticale verte qui est mesurée avec un outil qui s'appelle WebPageTest, dont je vous reparlerai rapidement. Voilà. Donc on affiche très très vite l'image. Et mine de rien, pour avoir un waterfall
une cascade de chargement aussi clean, il nous a fallu 20 ans de recherche en WebPerf. Aujourd'hui, on sait le faire, d'accord? Mais il a fallu 20 ans d'accumulation de connaissances et d'outillage pour arriver à quelque chose d'aussi rapide. En moins d'une seconde, j'affiche une grosse image. Ok, donc ça avait l'air bien. Même Lighthouse était content. Le contenu, c'est-à-dire l'image, elle est bien dans l'HTML, il n'y a pas de CLS, malgré la petite bannière qui est tout en haut là et qui du coup décale un petit peu le contenu. JavaScript est asynchrone, l'image elle est priorisée, il n'y a pas d'autre image qui gêne son téléchargement. Le poids de l'image est super bien calibré, surtout pour un site de luxe. On a du responsive, on a de la compression. On peut encore gratter 200 millisecondes là, sur la petite image juste en se reconnectant au même domaine. Donc on peut encore gratter 200 millisecondes, mais c'est tout. Et quand je vois des waterfall easy clean chez mes clients, je me dis, bon, bah, le chômage, il est quand même pas loin pour moi. Ma spécialité, elle va s'arrêter. Mais heureusement, on a les stats utilisateurs. En gros, il y a tout qui marche, sauf les stats des vrais utilisateurs, les stats du Google Crux, Chrome Report User Experience, qui nous signale un gros problème de LCP sur cette page. Le LCP, c'est l'autre métrique qui compte pour Google, et il n'y a pas de piège. Le LCP ici, c'est bien la grosse image. Ok. Comment est-ce qu'elle peut arriver lentement alors que tout me dit qu'elle arrive très très vite? Pour voir le problème, il faut utiliser un mobile normal, un téléphone normal. Sur WebPageTest, on va simuler par exemple un Samsung S8. Donc là, j'ai juste dézoomé un petit peu le waterfall, donc c'est la même chose. On voit que l'image est chargée tôt, donc c'est le numéro 1 là. Donc physiquement, elle a été téléchargée assez tôt, mais c'est pas pour ça qu'elle est affichée. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a une animation sur l'image. Et c'est pas tellement la faute de l'animation. Si on avait fait l'animation juste avec une translation CSS à l'ancienne, on aurait perdu 100 ou 200 millisecondes. C'est pas très grave. Vu comme la page est déjà optimisée, on peut se permettre de perdre encore 200 millisecondes en échange d'un petit effet sympa quand l'image elle arrive. Ce qui prend du temps ici, c'est qu'on utilise les animations Angular. Donc c'est pratique, mais ça veut dire qu'il faut que Angular ait démarré. Et pour ça, il faut charger les fichiers déjà. Donc ici, c'est 700 millisecondes. Donc ça se voit sur les lignes, alors j'ai plus les numéros, ça doit être 10, 11, sur les lignes jaunes, donc c'est des fichiers bien épais. JavaScript, il arrive même plus tard que l'image, mais c'est pas vraiment le problème du réseau aussi, c'est le CPU, c'est le processeur utilisateur. On a aussi un Google Tag Manager un peu costaud qui fait un petit demi-mégaoctet. On a notre propre application Angular qui fait 1,5 mégaoctet. Et juste pour lire 2 mégas de JavaScript, il faut un Samsung S8 une bonne seconde, d'accord? C'est plus long à exécuter qu'à télécharger. Donc c'est la zone grise qu'on voit ici dans le main thread, c'est le temps d'interprétation, le temps de parsing des fichiers GTM plus Angular. Donc voilà. Ensuite, au DOM Content Loaded, donc c'est la barre rose que vous voyez à la verticale, l'application Angular, elle démarre la route. Donc, elle se rend compte qu'elle est à tel endroit, elle va récupérer encore d'autres composants. C'est les requêtes secondaires que vous voyez juste après la barre rose. Et elle va s'exécuter tranquillement pendant 2-3 secondes. Et enfin, du coup, l'animation peut se lancer. Et à la fin de l'animation, on a notre image, donc on a notre LCP. Voilà. Donc on a une image qui est chargée très vite et qui est affichée très lentement parce que JS est en plein milieu. Et pourquoi est-ce que je vous dis qu'il fallait tester ça sur un téléphone à 200 balles spécifiquement, surtout sur un site de luxe? Ça, c'est un truc que je vois chez tous les utilisateurs, enfin chez à peu près tous mes clients normaux, on va dire, ça manque de puissance. Ça, c'est un graphe qui montre la répartition de la puissance disponible sur les mobiles. Donc le score de puissance du téléphone, il est à l'horizontale. Plus c'est gros, plus ça s'exécute rapidement. Et ça exécute rapidement votre JavaScript. Et à la verticale, c'est la répartition des utilisateurs. Okay, en gros, ça se lit comme ça. On voit qu'on a 11% des utilisateurs qui ont un score en dessous de 250 et 21% entre 250 et 500. Les gens en dessous de 250 exécutent 2 fois moins vite que les gens à 500, qui eux-mêmes exécutent 4 fois moins vite que les gens qui sont à 2000.
À 2000, il y a les téléphones des gens qui ont un peu d'argent, donc les développeurs web, et vos machines de développeurs. Par exemple, un MacBook Pro, même un Intel, un MacBook Pro, ça va déjà à 1700. Autrement dit, vous ne voyez pas le problème. Vous ne pouvez pas le voir. Physiquement, vous ne pouvez pas le sentir le problème. Euh, Or, donc la plupart des gens vont se concentrer sur des téléphones autour des 500, d'accord, en France, hein, je veux dire, sur des sites normaux. Et il se trouve que les Android qui remontent ces informations-là, ben, ils les remontent chez Google. Et donc en fait, le 75e centile de chez Google, la mesure qui compte, elle est là-bas. D'accord? Ce sont des téléphones qui ne sont pas rapides. Euh, donc voilà. En gros, vous exécutez votre JavaScript entre 5 et 10 fois plus rapidement que vos utilisateurs. C'est vraiment beaucoup. Si jamais, par exemple, tu arrives à mesurer un INP de 25 millisecondes sur ta machine, c'est peut-être un quart de seconde sur une machine normale. Et évidemment, ton utilisateur, il le sent, et tu as largement éclaté le seuil de Google qui est de 200, qui est de 200 millisecondes. Voilà. Donc ça fait 4 ou 5 ans que j'extrais ce genre de graphe des stats des clients, et franchement, le centile 75, donc ce que regarde Google, il n'a pas beaucoup bougé, c'est-à-dire qu'il est à peine 2 fois plus puissant qu'il y a 5 ans. En gros, les gens qui achètent aujourd'hui ce genre de téléphone, ils ont la même puissance que l'iPhone 6S en 2015. D'accord? Et c'est là-dessus que Google vous juge, et vos utilisateurs surtout. Donc c'est pour ça que ça va ramer. Alors pourquoi ça rame? Qu'est-ce qui se passe en début de chargement de page quand l'utilisateur arrive, qu'il ait du cache ou pas d'ailleurs, ça ne change rien du point de vue JavaScript, il faut tout réexécuter. Imagine tu as construit l'équivalent du mont Fuji en HTML, côté serveur, tu es content, ça s'affiche à l'utilisateur. Déjà, c'est bien. Il a fallu 10 ans de React et de côté serveur pour arriver à afficher du HTML côté serveur. C'était pas mal PHP. Mais là-dessus, tu as des utilisateurs qui arrivent. Ils naviguent sur ton site. Et quand je dis ils naviguent, c'est ils naviguent à la rame. Hein. Tu sais que ça va ramer. Ça rame parce que leur machine, elle est en train de se manger toute ton application. La phase de réconciliation client-serveur, on appelle ça la rehydration, la réhydratation. J'aime bien le mot réhydratation. On dirait que c'est tout léger. Tu te crois dans une pub Evian. Tu te rafraîchis le visage avec un petit nuage de gouttes. Sauf qu'en vrai, c'est pas une petite goutte, quoi. Tu te prends le tsunami dans la gueule. Donc je pense qu'on devrait plutôt appeler la phase de rehydration la phase de tsunami. Mais voilà, ça fait beaucoup de JavaScript. Et pourquoi est-ce que je parle encore de rehydration alors qu'on n'en est qu'au chargement de la page? Et c'est la petite révélation des derniers tests que j'ai fait avec quelques clients. D'instinct, on va imaginer que les grosses valeurs d'INP, qui sont une valeur de réactivité, sont associées à des actions que les développeurs connaissent. Genre, tu déroules un menu, tu cliques sur un bouton d'ajout au panier, tu navigues sur ta single page app. Ok. Notre grosse surprise, ça a été de découvrir qu'il y a des zones qui étaient cliquées sans raison, et qu'il n'y avait pas d'interaction prévue dessus. On a mis un monitoring custom chez 4 clients différents, 2 avec des vraies interactions, un e-commerce, une radio en ligne, et 2 autres où il y a très peu d'interactions. C'est de l'édition de contenu pour du SEO et un journal, d'accord? Donc il n'y a pas grand-chose à cliquer, quoi. 2 sites en Next, 2 sites en Svelte, SvelteKit. Et donc, quand on a monitoré l'origine de l'INP, parce que c'est possible sur une API Chrome qui s'appelle Long Animation Frame, on a utilisé la librairie Google Web Vitals pour ça, et on a demandé à notre fournisseur de RUM de nous extraire manuellement les informations, puisqu'il n'y a pas encore grand monde qui a ce genre de dashboard. Ça va venir, mais pas encore. Et donc sur les sites d'interaction, je me demandais vraiment ce qu'il allait nous sortir. Et là, c'était une grosse découverte. Donc j'ai mis l'extrait à droite, qui n'est pas super lisible ici. Mais évidemment, on va avoir des gens qui vont cliquer sur, par exemple, sur Didomi, donc sur la gestion des cookies, comme sur tous les sites. Et Didomi, c'est pas les pires, ils se sont améliorés il n'y a pas longtemps. Les gens, ils vont cliquer sur des liens, encore heureux. Parfois, ils vont cliquer sur la pub. Tant mieux, ça fait rentrer de l'argent. Mais ça, c'est la surprise, c'est qu'ils vont cliquer sur des trucs dans la page qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas interactifs.
genre le texte, le titre, l'image. En fait, les gens, ils cliquent. Enfin, voilà, il n'y a pas de raison de cliquer là-dessus. Donc ça a été la surprise. On a pu le tester sur des sites qui étaient relativement faciles à faire. Enfin, je vais vous montrer ça après. En gros, ce dont on s'est rendu compte, c'est que plus la page est visible tôt, donc si vous avez fait du vrai taf de WebPerf, votre page s'affiche tôt, mais du coup, les gens ils vont cliquer plus tôt. Et s'ils cliquent plus tôt, ils cliquent pendant que ton application est en train de s'hydrater. Autre truc, les utilisateurs ils cliquent partout, probablement pour commencer à scroller, probablement par nervosité, juste peut-être pour tester, peut-être qu'ils se disent je vais pouvoir zoomer sur l'image, on n'en sait rien, en tout cas les utilisateurs ils cliquent partout, y compris à des endroits qu'on n'a pas prévus. Et là on s'est rendu compte d'un truc, c'est que la métrique INP, on la voit comme je clique quelque part et ça bouge un pixel, mais même s'il n'y a pas de pixel qui va bouger, l'INP est quand même mesuré. Ça, j'en ai discuté avec un des DevRel de chez Google. Et il m'a dit, oui, on n'aurait peut-être pas dû l'appeler Interaction to Next Paint. C'est plutôt la capacité, enfin en gros un nom très 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 long, c'est l'incapacité du navigateur à réagir à une interaction, qu'elle soit prévue ou non, en gros. Et donc pour rappel, le JavaScript de la page, en fait, il va être réinterprété à chaque fois que tu viens sur la page. Dans le meilleur des cas, quand le mec il fait bouton précédent, il affiche la page directement, mais il y a plein de sites sur lesquels ça ne marche pas, ce truc-là. Mais même quand ton JavaScript est en cache, il doit quand même être exécuté en entier. Ce qui veut dire que si tu as 2 ou 3 secondes de temps d'exécution de ton JavaScript, bah pendant 2 ou 3 secondes, l'utilisateur il clique et il ne se passe rien à l'écran. Et l'INP, il est gigantesque. Tout ça pour dire qu'on n'a pas fini d'optimiser le poids des bundles et la redirection. Voilà. Pour se donner un peu de courage, on a réussi par exemple sur un style qui était en Svelte, qui était facile à optimiser. On est passé de 1,7 mégas à 700K et on a fait descendre l'INP de 270 millisecondes à 145. Donc c'est directement proportionnel au temps, au poids du bundle. Voilà, donc ça c'est les petits graphes SEO qui font plaisir, c'est Google qui dit toutes les URL repassent en vert. À peu près. Donc c'est jouable. C'est jouable juste en jouant sur le poids du bundle. Et en évitant de tout exécuter là tout de suite. C'est vraiment le nerf de la guerre. Et pourtant, ça fait au moins 5 ans que les React, les Next, les Nuxt, tout ça, ils savent tout ça. Ils savent que nous, on abuse, développeurs, nous, on abuse de nos utilisateurs. Et donc, ils font tout pour réduire le poids du bundle. Ils ont inventé il y a très longtemps le tree shaking. Enfin, ils ont inventé pour le monde de JavaScript le tree shaking. Tree shaking, ça veut juste dire élimination de code mort. Hein, tu secoues un arbre, tu as les feuilles qui tombent. Voilà, tree shaking. Donc le tree shaking, oui, Next, Nuxt, Angular, Svelte, ils vont t'inciter à le faire du routing, à séparer tes pages. Et oui, ça marche automatiquement. Un composant qui n'est que sur cette page ne sera pas téléchargé. Voilà, ça c'est cool, c'est ce qu'on voulait. Sauf que les bundles, bah, en fait, ils sont créés au moment du build. Webpack, Rollup, Vite, ils peuvent juste lire les imports des fichiers et faire un bundle avec ça. Donc si jamais tu as une route genre /article/ qui est la même pour les articles normaux ou les articles avec une vidéo, bah, tu auras le code du player vidéo sur tous tes articles normaux. Parce qu'au moment du build, tu ne sais pas. Et plus ton site est complexe, et plus tu as des dizaines et des dizaines de composants inutiles qui vont se balader un petit peu partout. Donc là, bah, la solution, généralement, c'est voilà, d'aller manuellement chunker les composants qui ne sont pas fréquents et qui sont un petit peu lourds. Donc tu vas faire des imports dynamiques afin d'embarquer des composants ainsi que toutes leurs dépendances et de ne conditionner leur exécution que quand le CMS te dit « Ah oui, en fait, j'ai besoin de la vidéo, par exemple. » Et donc, tree shaking, c'est bien, mais ce n'est pas tout à fait magique. Il va falloir l'aider. Donc ici, là, je vous liste juste les quatre patterns les plus communs pour bien aider le tree shaking de ton Webpack. Par exemple, il y a le coup des barrel files. Les barrel files, c'est des fichiers du genre /util/index.js qui fait import, 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 export, 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 et c'est tout. Et ça, c'est compliqué à tree-checker, donc généralement, les bundlers ne le font pas. Donc l'idée, bah, c'est les supprimer. Supprimer index.js, les index.js par exemple, ça va planter. Mais après, vous allez corriger tous les imports un par un et surtout, vous allez les nommer correctement.
Là, par exemple, si je fais un import de EureMatch from utils, il va aller me chercher utils/eurematch.js ou .tsx, il va tenter le truc. Je n'ai pas besoin d'un fichier index.js qui me dit où se trouve le fichier. Donc ça marche. Optimiser les node modules. Généralement, le gros du poids d'un bundle, quand vous regardez avec un Webpack Bundle Analyzer, par exemple, c'est les dépendances. Donc il va falloir aller optimiser les dépendances, sauf qu'évidemment, vous n'avez pas la main sur les dépendances, mais au moins, vous pouvez faire passer Babel et donc toutes les optimisations modernes dessus, pour ne pas se contenter de la version plus ou moins optimisée qui est déjà pré-livrée dans la dépendance. Et puisqu'on parle des dépendances, et puisqu'on parle des dépendances, c'est l'occasion d'aller faire un tour sur les dépendances externes. Est-ce qu'elles ont été écrites en ESM ou pas, en ECMAScript module ou pas? Sinon, est-ce qu'il n'y aurait pas des projets alternatifs ou des plugins, par exemple? Et si toujours pas, chaque vieille librairie, elle a toujours une petite astuce pour faire du tree shaking quand même. Il y a toujours moyen de forcer un petit peu le truc. Et enfin, je le dis parce que je l'ai vu 2-3 fois quand même, hein. Quand les équipes sont un peu dispersées, généralement, elles vont se donner leur projet, genre design system, grâce à des repositories indépendants, d'accord, qui finissent dans le node modules du projet principal. Et du coup, c'est la même histoire. Il faut aussi que ce sous-projet il soit aussi tree shakeable et appelé correctement, accessoirement, histoire que quand tu récupères le logo depuis le design system, en fait, tu ne te retrouves pas avec tout le design system en un seul coup. Là, typiquement, c'est du Angular. La version, alors dans Angular, il y a deux modes. Il y a le mode librairie et le mode application. Et donc, le mode librairie, il est juste horrible parce que tu peux pas, si tu trafiques pas un peu le truc, tu peux pas le faire du tree shaking facile. Donc, tu inclus un composant, tu as tout. Donc voilà, donc ça c'est commun. SVG. Putain. Il y a eu une espèce de mode en React il y a quelques temps où SVG devait être un composant. Ça a été reproduit en Vue, en Svelte, et du coup tu te retrouves avec toutes tes icônes dans le bundle JavaScript. Okay, quand en plus ton tree shaking il est pas top, c'est le bundle qui est distribué sur toutes les pages. Donc ça alourdit ton JavaScript qui arrive un peu plus tard, ça rallonge le temps d'exécution parce que le moteur d'interprétation, il faut qu'il passe dessus. Ce sont des composants, donc il faut les exécuter, et à la fin, tu n'as jamais qu'un SVG, quoi, que tu aurais pu télécharger directement. Et en plus, quand ton tree shaking est mal fait, j'ai fréquemment le cas où toutes les icônes sont incluses sans condition. Donc ça fait des dizaines ou des centaines de kilos de JavaScript qui servent à rien sur la page, puisque sur une page, tu as 5, 10, 15, 20 icônes, pas toutes tes icônes. Donc voilà, donc faites pas ça. Généralement, le SVG en asset externe, donc c'est une image simple, ça marche. Évidemment, vous aurez des problèmes d'intégration quand vous allez passer d'un composant à une image. Mais c'est beaucoup plus léger. Si jamais vous avez besoin d'avoir des trucs variables dans le SVG, puisque c'est la seule raison pour laquelle on faisait des composants en JavaScript, enfin des composants SVG en JavaScript, c'était pour avoir des dynamiques. C'est rare d'avoir du dynamique dans du SVG. La plupart du temps, c'est pour des couleurs, et les couleurs, vous avez les variables CSS, les custom properties. Les quelques rares cas où vous avez vraiment besoin d'un bout de JS dans votre SVG, là, vous en faites un composant, mais voilà, ça doit être l'exception. Grosse stratégie, exécuter tardivement ou à la demande en tout cas les composants. Donc par défaut, React et tous les autres, ils réhydratent tout, c'est-à-dire qu'ils déroulent, le chargement et tout s'exécute là tout de suite. Donc avant React 18 par exemple, vous pouviez très bien faire ça. Un petit import dynamique du composant, donc import parenthèse. Là-dessus, vous rajoutiez une petite béquille à React, c'était loadable, qui permettait d'avoir le composant en SSR également. Si vous avez Next, dynamique, très bien. Et après, ce qu'on oublie parfois, c'est que là, vous avez chunké un composant, donc le composant il est tout seul, et potentiellement il va embarquer toutes ses dépendances, c'est ce qu'on veut. Par contre, il faut mettre une condition devant, hein, sinon il est juste téléchargé, exécuté comme avant. Voilà, donc les conditions, ça va être par exemple, est-ce que le machin est visible? Voilà, je ne télécharge le code de ma modale que si je clique sur la modale.
Ou alors vous utilisez un higher order component comme Hydration on Demand ou Lazy Hydrate qui vous permettent de mettre des conditions d'affichage sur un composant. Et quand le composant est asynchrone, bah, du coup, là par exemple, je lui demande de regarder où est le footer dans le viewport et quand l'utilisateur va scroller tout en bas, le footer va se télécharger et s'exécuter. Donc il ne sera pas exécuté tout au début. Vue tout seul, ben, c'est comme React, mais avec une étape de moins, parce que n'importe quel composant a déjà le droit d'être asynchrone. Donc ça marche pareil, on se contente d'un import dynamique, une condition, éventuellement fournie par la librairie Vue Lazy Hydration, et on est bon. Nuxt et Nuxt est encore un peu plus facile. Dès qu'on met lazy devant le nom du composant, il est chunké. Voilà. Et après, il ne faut pas oublier de mettre une condition, hein, un petit VIF, histoire qu'il ne soit pas exécuté tout le temps, sinon on a fait tout ça pour rien. On a juste fait un chunk de plus. Angular, ils ont un machin qui s'appelle @differ, dont je ne suis pas content parce qu'il n'est pas compatible SSR. Ça veut dire que vos composants qui doivent être côté serveur pour des raisons SEO, bah, du coup, ne sont pas éligibles à ce truc-là. Et ça marche en plus qu'avec des composants standalone, et du coup, ça veut dire qu'il faut une certaine version d'Angular, et en plus, il faut une petite migration si vous avez choisi l'autre option des composants. Voilà, par contre, c'est vrai que c'est facile à écrire, donc pourquoi pas. Donc voilà, donc ces outils-là, ils sont vraiment efficaces parce que bah, vous enlevez beaucoup de code. On peut aller encore un peu plus loin en évitant carrément la phase de rehydration. Donc toujours avant React 18, vous pouviez demander à ces librairies de n'hydrater le composant que côté serveur. D'accord. Vous avez un gros bloc de texte, vous avez alors c'est con à dire, mais si par exemple vous avez un menu avec une centaine de liens, ça fait une centaine de composants qui s'exécutent. Si le menu il est, enfin une centaine de liens, c'est une centaine de trucs statiques. Vous pouvez juste ne pas en faire du JavaScript. Et pour ça, il y a SSR only avec les hydrates qui marchent. Plus tard, dans React 18, ils se sont fait rendu compte que tout faire en JavaScript, c'était pas une bonne idée. Et donc, ils ont introduit ce qu'ils appellent les server components. Donc là, c'est l'extrême inverse. Par défaut, mais il faut migrer le projet en entier, donc ça c'est compliqué. Par défaut, on considère que rien ne va côté client sauf le HTML. Et quand vous avez besoin d'interactivité, vous utilisez useClient et du coup, ça va envoyer votre composant côté client. Voilà. Donc React 18 marche pas mal, hein, on l'a testé chez Intermarché, on a vu que ça marchait vraiment bien. C'est juste que le coût de migration d'une grosse app de Page Directory vers le App Directory, il est beaucoup plus élevé que ce qu'on faisait avant quand on se contentait de rajouter une petite librairie. Voilà. Voilà. Côté Nuxt, il y a la même chose avec Nuxt Island. Donc ça c'est cool. Et Angular, ils ont un machin qui s'appelle... Alors Angular, j'ai pas très bien compris, on n'est pas encore certain du truc. Hein. Donc je le dis, s'il y a des experts, n'hésitez pas à me corriger tout à l'heure ou à en rediscuter avec moi après, mais on n'a pas pu encore le tester en production. Ils ont un machin qui s'appelle Skip Hydration, qui ne skip pas la rehydration. Il force le re-render plutôt que de tester la réconciliation client-serveur. Donc côté perf, c'est pire. Donc pour l'instant, on n'est pas encore certain du truc. Voilà. Mais peut-être qu'il existe des librairies qui font ça en Angular. Je ne sais pas encore. Là-dedans, il n'y a pas Svelte, parce que quand tu discutes avec les mecs de Svelte, ils te disent non mais nous, on n'a pas besoin de faire ça, parce qu'on va faire une boucle de redirection qui déchire tout. On n'a pas besoin de rajouter des béquilles. Ouais. Autre grosse mauvaise habitude, enfin, bon, déjà, je ne sais pas pourquoi on s'est lancé là-dedans. J'exagère un peu, je sais que ça améliore la productivité du développeur et que c'est plus agréable. Moi, je vais vous croire. Maintenant, côté perf, ah oui, côté perf, on peut avoir un bénéfice du fait qu'on va inciter du coup le développeur à lier un CSS avec le composant. Donc, ça veut dire que le CSS devient éligible au tree checking. Ça veut dire qu'on envoie moins de CSS côté client. En 15 ans d'expérience, je n'ai vu que 2 fois, sur tous les clients que j'ai eus, le cas où le CSS était le problème de perf. Voilà. Donc là, avec CSS in.js, on a une solution à un problème qui n'arrive jamais. Et du coup, côté perf, toujours, c'est super casse-gueule de potentiellement recompiler le CSS
côté client en JavaScript, alors qu'un CSS à l'ancienne, bah, c'est juste beaucoup plus rapide à interpréter. Et c'est ce qu'ils font, hein. Par défaut, en tout cas, c'est ce qu'ils c'est ce qu'ils font. J'ai été appelé sur une mission en Web Component. Donc Web Component, généralement, on ne m'appelle pas dessus parce que c'est juste rapide. D'accord. C'était du lit. J'ai été étonné en fait que ça puisse poser problème. Et en plus, l'application, c'est un outil un peu sympa, réservation d'hôtel, formulaire ultra complexe. Ça me change de la complexité un peu artificielle des applications JS d'aujourd'hui. T'entends le vieux qui parle ou pas? L'avantage d'une techno comme Lit, c'est que le profiler de base de Chrome suffit à lire le code. Tu n'as pas besoin d'un profiler dédié comme React. Et du coup, assez vite, on s'est rendu compte que 80% du temps d'exécution totale du JavaScript, c'était l'interprétation du CSS côté client. Concrètement, là, dans chacune des tâches qui sont ici, on a toujours la même fonction qui s'appelle getBootstrapCSS, qui va en fait récupérer la chaîne de texte qui sera du CSS, qui va l'interpréter pour générer du CSS après. Voilà. Ça aurait été un peu plus rapide de faire du CSS, point, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc là, l'idée, c'est juste de faire comme avant, tu compiles le CSS pendant ta phase de build, pour que le navigateur n'ait pas à exécuter du JavaScript pour faire du CSS. Donc pour revenir sur React, du coup, sur un projet sur 2 ou sur 3, généralement, c'est souvent la librairie CSS Styled Component qui prend du temps pour chacun des composants. Ça prend pas beaucoup de temps, hein, on est sous la milliseconde à chaque fois. Sauf que si tu as 100 composants qui exécutent une milliseconde de CSS, ça te fait 100 millisecondes dans la vue. On ne devrait juste pas utiliser de JavaScript pour faire du CSS côté client, hein, concrètement. On peut générer du CSS, mais il faut faire ça au build en dehors du navigateur. Par exemple, on a Linaria, Stitches, Compiled. Donc tout ça, c'est des syntaxes légèrement différentes. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, mais ce n'est pas des choses que vous utilisez souvent. Mais du coup, vous générez du CSS, quoi, au lieu de faire du JavaScript qui va régénérer du CSS côté client. Ok. Est-ce que ça vaut le coup d'upgrader, de passer du temps à migrer de React 16, 17 vers le 18 par exemple? J'ai 2-3 réponses là-dessus. Donc les frameworks, ils évoluent tout le temps. Les temps de migration, ça peut être long. Donc là, on a 2-3 benchmarks à vous partager. Donc on a pu tester un déploiement React 18 sur un des vrais sites de prod, l'occasion de confirmer que oui, la nouvelle boucle de rehydration, elle est moins bloquante qu'avant. Avant, la boucle de rehydration, c'était un monolithe, enfin il y avait 2 monolithes plus exactement, on les voit ici, là, à gauche, on a 2 grosses tâches assurées en rouge, c'est 2 rehydrations de React. Okay, ça c'était avant React 18, sans opti. Donc ça, c'était vraiment le truc de l'enfer. Maintenant, c'est la même page, sans optimisation spécifique, on passe à plusieurs petites tâches plus petites. Le temps d'exécution globale, c'est le même, mais le fait de passer à plusieurs petites tâches, si par exemple il y a une animation qui est en cours, elle est moins bloquée qu'avant. Si l'utilisateur clique sur un élément de la page à ce moment-là, le clic a plus de chances d'être pris en compte qu'avant. Voilà. J'ai un autre client qui a aussi fait l'upgrade, là aussi on a vu que c'était un peu mieux qu'avant. Donc on bloque un peu moins, donc l'INP va s'améliorer. On a aussi pu voir en utilisant donc le profiler de React que le nombre de renders avait diminué. Le nombre de renders, là il est en haut à droite. Alors vous voyez, il y en avait 162 avant, là on en a plus que 40 maintenant. C'est plutôt positif. Il y a des cycles de rehydration qui durent qu'une milliseconde, hein, mais il y en a d'autres, comme ici, là, ceux que j'ai pris en screenshot, qui durent 220 millisecondes quand toute l'appli recommence. Et ce que fait en fait la nouvelle, c'est juste que la nouvelle version de React, c'est qu'elle fait moins de re-render. En fait, ce que vous faisiez avant, ce que vous faisiez à l'époque pour mémoiser à la main des composants parce que vous voyez qu'ils étaient re-render 40 fois alors qu'il n'y avait pas besoin, bon, là, le cycle de mémorisation est juste plus intelligent qu'avant. Donc ça fait moins de travail manuel. Donc par techno, est-ce que ça vaut le coup de tout le temps migrer aux nouvelles versions? Pour Vue, Nuxt et Angular, la réponse est probablement oui, parce que les fonctionnalités qui sortent, comme l'absence de rehydration par exemple, elles sont parfois majeures. D'accord. Bon, dans le cas d'Angular, on n'avait même pas de moyen d'empêcher la rehydration.
Maintenant, on est censé l'avoir à valider en production. Pour React Next, pour moi, c'est un peu plus compliqué parce que les nouvelles fonctionnalités, elles rendent la stack plus performante par défaut, mais finalement, les hacks qu'on utilisait avant avec les librairies, là, bah, elles étaient très efficaces. Donc, upgrader, ça veut dire renoncer à ces librairies, sans garantie que ça marche mieux par défaut sur votre application à vous. Voilà, donc je dirais que dans l'idéal, vous vous lancez dans un POC, dans une proof of concept, ou alors que de toute façon, vous aviez déjà décidé de faire la migration pour d'autres raisons que la perf. Voilà, l'amélioration de la perf est pas prévisible en l'état. Ou alors, il faut passer du temps à faire le POC. Comment maintenir la réactivité? Donc là, je vous ai dit un peu toutes les techniques, mais la web perf, c'est de la qualité. La qualité, ça se maintient sur le long terme. Parce que si vous ne regardez pas, si vous regardez pas un site, il va se dégrader tout seul, c'est magique. Euh, donc, et- donc, euh, euh, donc, pour maintenir la réactivité, on va vouloir mesurer l'INP. L'INP, c'est le délai entre l'action physique et la prochaine fois que l'action est potentiellement redessinée par le navigateur. Ce sont donc des choses perceptibles par des vrais utilisateurs, mais aussi qui sont déclenchées uniquement par l'utilisateur. Ça veut dire que pour surveiller en intégration continue l'INP, c'est compliqué. Donc si vous devez faire du monitoring, enfin vous devez faire du monitoring, faites-le. Vous allez devoir le faire dans tous les cas en RUM, en Real User Monitoring, c'est-à-dire vous ne pouvez surveiller que vos utilisateurs. Et en face de ça, dans votre CI par exemple, vous allez lancer un webpage test ou un Lighthouse et mesurer le total blocking time. Parce qu'il y a un énorme. Donc le total blocking time, c'est l'addition des temps bloquants, donc de plus de 50 millisecondes de JavaScript. Toutes les grosses tâches sont cumulées. Et en gros, plus il y a de JavaScript, ça mesure la quantité de JavaScript en gros. Et évidemment, plus il y en a, et plus il y a de chances que l'INP soit gros. Euh, donc voilà. Euh, les métriques métiers custom, ça c'est un truc. En fait, on dépend beaucoup trop des quelques métriques qui sont poussées par Google. Je rappelle qu'on est là pour mesurer l'expérience utilisateur, à quel point c'est agréable de naviguer sur le site, à quel point c'est agréable d'interagir avec. Donc moi, je vous conseillerais d'investir plutôt dans des métriques custom, c'est-à-dire à quel moment, je ne sais pas, le composant important de la page, genre le gros formulaire au milieu, quand est-ce qu'il est vraiment affiché celui-là. Et si vous changez la métrique de LCP vers mon composant important, il est affiché, vous allez voir que ça va changer votre manière d'optimiser. Parce qu'on peut tricher avec certaines métriques. Tandis que si vous utilisez voilà, des métriques métiers, vous allez en fait vous rendre compte que, ah oui, tiens, peut-être qu'on n'a pas besoin de télécharger le footer et tout le reste de la page. On va peut-être se concentrer d'abord sur le formulaire et le reste, on le charge plus tard. Ça change vraiment la manière dont on réfléchit. Et puis votre métier, il y a plein de choses. Par exemple, si vous gagnez de l'argent avec de la pub, c'est peut-être ça qu'il faut mesurer, plutôt qu'un CLS ou des choses comme ça, qui sont des métriques importantes, mais qui sont des métriques plus complémentaires que ce que vous pourriez faire en custom. Voilà. Vous pouvez aussi surveiller le poids du bundle en CI, ça marche bien. Ça permet un petit peu de voir tout ça. Et enfin, je termine avec ça. Quand passer du temps à apprendre à profiler des applications. Il y a le profiler de base de JavaScript. Il y a les profilers spécialisés comme React. Malheureusement, il n'y en a pas dans les autres technos, ce qui est un vrai problème. Mais il faut en gros, quand vous développez en local, vous ne voyez pas les problèmes de perf, déjà parce que votre machine est trop puissante. Donc déjà, achetez un vrai téléphone, un truc à 200 balles, et tester directement dessus. Vous prenez un câble USB, vous le branchez, vous avez le Chrome DevTools sur votre machine, vous avez un vrai Chrome qui exécute avec une vraie puissance votre application, il n'y a pas mieux en termes de réalisme. Et quand vous êtes en mode dev, arrêtez le mode dev, en tout cas pour la perf de JavaScript. Il faut compiler en mode production, en mode déminifié pour pouvoir voir le nom des composants et voir exactement ce qui se passe. Parce que le mode dev, en fait, il est pratique, mais pas pour la perf. Voilà. Et surtout, mettez-vous à la place de vos utilisateurs, utilisez un vrai téléphone. Ça change la manière
de percevoir les choses. Et ça sera tout. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, c'est toi qui vas le... Ah, bah non, c'est pas grave. Bonjour, merci pour la présentation. Alors, je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas. J'ai une question un peu naïve. Est-ce qu'aujourd'hui, si on veut développer une application web avec en priorité numéro 1 l'optimisation, les métriques justement SEO de façon générale, est-ce que justement les frameworks JS les plus connus sont encore intéressants ou est-ce qu'il vaut toujours mieux s'orienter vers une solution côté serveur? Il faut toujours s'orienter vers une solution côté serveur, ne serait-ce que pour l'affichage. Sachant que les frameworks dont on parle, ils font tous du serveur. Hein. Tu as tout à fait le droit de faire tout ton server-side en JavaScript, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, le fait est, c'est un constat que les gens qui m'appellent aujourd'hui, ils sont tous sur JavaScript. Ça me va bien, hein, je suis dev.js, mais oui, JavaScript est la prochaine barrière de la perf. Et pour briser cette barrière, il faut du temps, il faut de la grosse expertise sur chacune des technos. Donc, si tu as un site qui demande pas, qui n'est pas un formulaire complexe, une réservation d'hôtel, si tu as un site de e-commerce ou un site de news, il y a très peu de raisons d'utiliser un Next.js. Initialement, c'est ça la première fois qu'on a fait, hein, c'est se dire ça va marcher. Oui, ça marche, mais ça marche à coup de forceps, quoi. Donc, ouais, pour les petits sites, je conseillerais pas du tout ça. Cela dit, un petit site en React, il peut être rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de composants. Voilà. Ok, merci. D'autres questions? Deux questions. Bonjour. Premièrement, quand on dit beaucoup de composants, ça veut dire combien? Est-ce qu'il y a une moyenne ou ça dépend du poids de chacun des composants? C'est vraiment une question à laquelle on peut pas répondre. Moi, les sites où je traite, c'est des équipes de 4, 5, 10 devs. Et oui, ils ont eu le temps de fabriquer une centaine de composants. Et sur une page, tu vas avoir un petit millier d'instances. Alors après, ça va vite. Hein. Dis-toi que n'importe quel lien est une instance de composants. Donc ça va très très vite le nombre de composants sur une page. J'ai fait une application en ce moment, je travaille sur une application, j'ai une dizaine de composants et quand je regarde le nombre de composants affichés, il y en a 100 et quelques déjà. Donc, ouais, non, ça va vite. Et ma deuxième question, c'est les outils de Chrome qui simulent les téléphones et la bande passante. Est-ce que c'est pertinent ou ce sera jamais aussi pertinent qu'un vrai? Enfin, j'imagine que ce sera jamais aussi pertinent que d'avoir un téléphone. Ouais. Alors la réponse, elle est nuancée là-dessus. Donc effectivement, on a les Chrome DevTools avec le throttling de bande passante. Le throttling de bande passante, il est utile, sans être ultime, il est juste utile. Donc ça, c'est pas mal. Et pour le CPU, qui est le truc qui nous intéresse là, quand tu as une application JS pure, il est presque pertinent. Il peut t'induire en erreur. Si tu as d'autres problèmes que JavaScript, il est complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que en fait, pour throttler le CPU, en fait, ils n'y arrivent pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont injecter des petites pauses dans chacune des fonctions JavaScript. Du coup, tu as des frameworks qui génèrent énormément de petites fonctions qui vont être très ralentis et d'autres frameworks qui seront moins ralentis parce que juste, il y a moins de fonctions dedans. D'une part. Et d'autre part, quand tu exécutes sur ton mobile, tu as en plus les limitations de la carte graphique, enfin de la puce graphique. Donc tous tes temps de layout et de paint sont plus grands naturellement. Le ralentissement CPU de Chrome DevTools ne peut ralentir que le JavaScript. Donc tu loupes potentiellement, par exemple, une animation pas fluide, tu le sauras jamais. Parce qu'elle est exécutée sur une machine de guerre et il n'y a que JavaScript qui ralentit. Donc, ouais, et puis après, tu as 2-3 spécificités quand par exemple tu touches un élément. Dans certains cas, le temps que ton touch soit pris en compte, déjà, tu te prends 100 millisecondes. Parce que c'est un écran physique, tu vois. Alors qu'évidemment, tu ne te poses pas la question sur ton desktop. Donc, c'est utile, c'est juste parfois un peu casse-gueule. Merci. Et puis franchement, les téléphones, ils sont. Là, on parle vraiment d'acheter des téléphones à 200 balles hein, pour l'équipe, ça ira quoi. D'autres questions?
ce sera tout. Claquettes pour tous. Bon. Et ben, c'est fini. Merci Jean-Pierre.